Et c'est donc l'heure du débat avec ce lundi Laura Slimani, secrétaire nationale du mouvement des jeunes socialistes. Une autre Laura à côté de vous, Laura Châtel, secrétaire fédérale des jeunes écologistes. Et puis deux hommes pour représenter les jeunes populaires, Pierre-Henri Dumont. Et pour le Front national de la jeunesse, Julien Rochdy. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On va commencer, ça écrase littéralement l'actualité en ce moment, l'allocution du chef de l'État, les commentaires qui l'ont accompagné, l'affaire Leonarda. Première question, Laura Slimani, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu toute seule quand même dans ce débat ce lundi après-midi. Est-ce que vous avez un argument pour nous convaincre que l'on vient d'assister à un bon week-end pour François Hollande et le Parti socialiste ? Je pense que pour quiconque se réclame de l'humanisme, de la République et de la gauche, évidemment, nous n'avons pas passé une excellente semaine. Tout le monde va s'accorder là-dessus. Ensuite, je pense que le président de la République a eu raison, parce que quand il y a une fracture dans le pays, quand il y a une division, eh bien, le président de la République est là pour rassembler. Et c'est pour cela qu'il a pris la parole. Je pense que c'était justifié. Il a exprimé que le débat était clos. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir, si on a un débat à avoir, ce n'est pas un débat sur le cas particulier de Leonarda, mais bien sur la politique migratoire globale qui est menée par le gouvernement. C'est en ce sens que les jeunes socialistes travailleront dans les semaines à venir, mais certainement pas pour faire d'un cas particulier la cristallisation de l'ensemble de l'actualité, parce qu'il y a des sujets qui sont François Hollande a importants. essayé, mais bon, lundi après-midi, est-ce que vous pensez, quand vous voyez les journaux ce matin, vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous pensez que c'est bon ? Je pense que ça fait plaisir aussi à un certain nombre de commentateurs de continuer à élaborer autour de la polémique. Moi, à mon avis, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de voir ce qui est en train de se passer autour des stages. On a un gouvernement qui mène la priorité jeunesse en encadrant les stages dans les entreprises. Et c'est là-dessus que moi, je souhaiterais que le débat se focalise. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Autant vous le dire tout de suite. Bien, Laura Châtel ou du côté de la droite et du Front national, est-ce qu'on a la même perception ? Bon, si vous me dites oui, là, on arrête le débat tout de suite. Bah écoutez, en tout cas pour les jeunes populaires et pour l'UMP, François Hollande avait deux possibilités. Soit il avait la première possibilité, était de dire on respecte le droit, et dans ce cas-là, Leonarda et sa famille restent au Kosovo, ou soit on cède à l'émotion. Dans les deux cas, les deux solutions étaient un peu difficiles. Il a réussi l'exploit de trouver une troisième solution encore pire que les deux autres, c'est-à-dire de dire que seul Leonarda pouvait rentrer en France. Je suis vraiment très surpris par cette décision. On connaissait son sens de la synthèse, on le pensait un peu meilleur. Mais Pierre-Henri Dumont, encore une fois, vous lisez la presse, vous écoutez les commentaires, bon, vous êtes de bonne humeur, mais est-ce que vous ne vous dites pas que c'est mon voisin, Julien Rochdy, Front national, qui risque de tirer les marrons du feu à l'arrivée, lors des prochaines échéances électorales ? C'est un peu ce qu'on lit, enfin, c'est beaucoup ce qu'on lit même. C'est beaucoup ce qu'on lit, mais il faut pas avoir peur, c'est-à-dire que si nous, en tant que UMP et Jeunes Populaires, on présente dans les différentes municipalités un programme qui est clair, qui peut être de droite décomplexée, qui sait exactement ce qu'il veut dire et ce qu'on doit faire dans ce cas précis, je pense qu'on ne risque pas de faire face à de très grandes déconvenues, d'autant plus que le Front national n'est pas encore un parti de position et majoritaire. Bon, je vous écoute, il faut être droite décomplexée donc, pour réussir. Après, chacun a sa sensibilité. Moi, je suis plutôt droite décomplexée. Je pense qu'il faut dire forte, comme on dit, non ? Droite forte, disons une droite qui s'assume d'être de droite, c'est pas forcément un gros mot, sans tomber dans la caricature, mais non, il faut s'assumer. Moi, étant moi-même candidat aux élections municipales dans le Pas-de-Calais, je peux vous dire que je mène une politique et je me présente un projet qui sera un projet clair, défini, aussi bien sur la sécurité que sur l'aide aux personnes, aux migrants, qui sont aussi un problème chez moi. Julien Rochdy, vous vouliez intervenir, je vous ai coupé la parole, allez-y. Non mais quand on dit qu'on pourrait tirer les marrons du feu, ça me gêne un petit peu parce qu'en l'occurrence là les marrons on leur aurait bien laissé au Parti Socialiste parce que dans cette affaire c'est la France qui est dégradée, c'est la France qui est totalement ridicule encore une fois, que Hollande se ridiculise. Il a l'habitude, je crois que c'est vraiment une coutume chez lui, mais le problème c'est que maintenant qu'il est président de la République, c'est la France qui le dégrade. Et là, on a eu affaire à une histoire totalement pitoyable, mais totalement pitoyable. On est censé avoir un président de la République, on a une assistante sociale. Le rôle qu'il s'est octroyé là est le rôle d'un sous-préfet, à peine. Le cas de Leonarda, à la limite, n'est pas intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a cédé à des pressions de toute la gauche bien pensante, même pas du peuple français et de l'opinion, parce qu'un sondage est sorti montrant que 2 tiers des Français sont pour que la loi s'applique et que Leonarda et sa famille retournent dans leur pays.
non pas non plus sur ce qui est nécessaire en France, c'est-à-dire effectivement, est-ce que cette famille-là doit rester en France ou pas. Je crois que c'est pas vraiment un problème politique extrêmement important. Il a cédé face à, je sais pas moi, Télérama, Libération et France Inter. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas qu'est-ce qui détermine l'action publique aujourd'hui. Il y a que la fille quand on écoute le président de la République. Je termine là-dessus. Surtout en plus, pour dire n'importe quoi. Parce que là, dire, écoutez, la famille va rester au Kosovo, mais Leonarda peut venir, c'est tout à fait ridicule, parce que pourquoi pas ses frères et sœurs? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc du début à la fin, c'est risible, et le problème, c'est que vous avez vu dans la presse européenne notamment, tout le monde se moque de nous avec cette histoire. Bon, donc Hollande se ridiculise, et il ridiculise la France, et ça fait franchement du mal. Alors, Laura Châtel, on vous a pas encore entendu. Oui, bah, c'est bien dommage que M. Rochdy, qui parle tout le temps de la France, des valeurs de la France, ne trouve pas normal que le président de la République estime nécessaire de parler sur un thème qui quand même touche aussi aux valeurs de la République, non, le droit à l'éducation. On a un mineur s'en fout de Leonarda, je vous dis, il s'en moque. Qui est interpellé dans le cadre scolaire. En effet, moi je trouve que ça mérite un discours du président de la République. Ça mérite que le président de la République s'exprime sur cette question. Maintenant, je vous rejoins on s'en moque de votre avis. Sur le fait. Ah bah, j'ai été invité pour donner mon avis. Oui, en l'occurrence, on écoute l'avis de tout le monde sur LCI. Je veux dire, l'avis de la gauche bien pensante, c'est pas elle qui fait tout dans ce pays, bon sang. Et on dirait qu'elle détermine l'action publique aujourd'hui. Alors, Laura Châtel, continuez dans votre raisonnement. Je trouve en effet que la solution proposée par le président de la République n'est absolument pas satisfaisante, parce qu'en effet, Leonarda a aussi des frères et sœurs, et après tout, pourquoi est-ce qu'elle reviendrait en France, pas ses frères et sœurs? Nous, ce qu'on demande, c'est que tout le monde puisse rentrer en France, parce que ces enfants étaient scolarisés depuis longtemps, et en effet, ils étaient intégrés. Même si ça va contre, parce qu'il y avait référence à un sondage qui est sorti, je crois, dans le Parisien samedi matin, et qui donnait 77, oui, les 2 tiers, enfin une très large majorité effectivement, approuvant la position de Manuel Valls, donc la plus dure au sein du gouvernement. Que selon comment sont posées les questions des sondages, etc., quand on arrive à 77%, je crois, là quand même, on n'est plus dans la marge d'erreur. Ouais, moi je pense qu'il y a quand même des valeurs de la République qu'il faut défendre, et des fois il faut les défendre aussi, même si la situation est difficile, même si on a tendance, parce que c'est facile aussi de tomber dans les discours un peu populistes, etc. Regardez, voilà, alimenter la haine, alimenter le discours de peur, c'est très facile, mais c'est pas comme ça qu'on fait une politique courageuse et une politique de gauche, une politique humaniste. Non mais c'est pas ça, si je peux me permettre, c'est pas ça la question. La question c'est est-ce que la famille faisait acte d'intégration? Le père ne faisait absolument pas acte d'intégration. D'ailleurs, on a bien vu dans ces déclarations qui en sont suivies qu'il ne voulait pas s'intégrer, qu'il ne veut toujours pas s'intégrer, qu'il veut simplement venir en France pour obtenir des allocations. Je pense qu'on peut éviter de dire que c'est un discours populiste et qu'on tient un discours populiste en disant simplement la vérité. La vérité, c'est simple. C'est que quand une famille ne veut pas s'intégrer et a fait toutes les démarches possibles pour rester en France et qu'elle ne peut pas rester en France, elle doit repartir dans son pays d'origine. Les enfants, eux, faisaient acte d'intégration, ils étaient scolarisés depuis des années. Mais je suis d'accord. On les a quand même renvoyés dans un pays dont apparemment ils ne parlent même pas la langue. Il y a quand même après, c'est parce que le père a aussi menti sur la provenance, sur le lieu de naissance des enfants. On ne peut pas non plus gérer les cas. Est-ce que les enfants devraient aussi subir... Laura Slimani. Je pense que la teneur de notre débat tout de suite montre bien l'impasse dans laquelle on est, à essayer de commenter pendant 3 jours, pendant une semaine, un cas particulier sur lequel le président de la République a quand même sonné la fin des débats. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle des vrais sujets, des sujets qui intéressent les Français. Aujourd'hui, le premier sujet qui intéresse les Français, c'est l'emploi. Et l'emploi, on voit que la politique du gouvernement étant bonne voie. On voit que le chômage des jeunes, il diminue. On voit que la courbe du chômage, elle devrait s'inverser avant la fin de l'année. Et donc, à mon avis, les journalistes, les médias, les politiques feraient mieux de s'intéresser à ces sujets-là au lieu de polémiquer et de continuer de polémiquer et d'instrumentaliser aussi un cas qui est douloureux. Et moi, je trouve que parler d'une petite fille, parce que c'est une petite fille et d'une famille qui est aujourd'hui en grande souffrance, parler de personnes qui sont en grande souffrance à longueur de journée et instrumentaliser cela, que ce soit pour demander la démission de Manuel Valls ou pour parler de manière générale pour avoir un discours de haine et xénophobe envers les personnes immigrées, je trouve que c'est irresponsable dans la République. Mais vous êtes, simplement une précision, vous êtes jeune socialiste, alors ça, par définition ça fait peu de temps que vous êtes impliqué dans la vie politique, mais est-ce que le Parti socialiste, et ça c'est une critique qui vient au sein même du Parti socialiste, quand on était en opposition, on n'a pas réfléchi à notre politique d'immigration si on arrivait au pouvoir. La preuve d'ailleurs, c'est que la loi sur l'immigration, on l'attend pour au mieux après les municipales de 2014, on parle maintenant de 2015 éventuellement.
Je pense qu'effectivement, il faut que nous ayons une réflexion. Et cette réflexion, elle doit porter sur quoi? Elle ne doit pas porter sur combien de personnes on doit expulser par an. Elle doit porter sur quel est le coût et l'efficacité des expulsions. Parce que chaque année, on réussit à expulser 20 000 personnes en France. Il y a à peu près 200 000 personnes en situation irrégulière sur le territoire français. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on multiplie par 10 les centaines de millions d'euros qui sont aujourd'hui consacrés à cette politique, ou est-ce qu'on mène une politique d'intégration et de régularisation des travailleurs sans papier? Alors, une fois n'est pas coutume, mais je vais abonder dans le sens de ma camarade socialiste pour dire qu'effectivement, le cas de Leonarda n'a pas grand intérêt. Il s'avère qu'elle a eu les médias sur elle, mais ça aurait très bien pu être quelqu'un d'autre. Ce qui est important, le vrai débat de fond que nous devrions avoir en France, c'est celui de l'immigration. C'est celui aussi des mafias, des réseaux mafieux, parce que, je suis désolé, mais ce qui fait rentrer aujourd'hui des milliers de clandestins, ce sont des réseaux mafieux, souvent d'ailleurs albanais, kosovars ou islamistes, comme on le voit aujourd'hui en Libye. Les pauvres gens qui meurent à Lampedusa sont des gens qui sont manipulés par des réseaux mafieux venant de la Libye, et depuis que ce pays a été mis dans une situation anarchique. Ça, c'est un débat intéressant. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ces filières mafieuses? Rien. En tout cas, l'UMP et le PS n'ont rien fait depuis 10 ans. Autre débat très important, celui justement de l'immigration. Là, je suis d'accord. Nous avons 200 000 immigrés clandestins en France. Les chiffres disent qu'il y en aurait... C'est vous qui venez de le dire. Moi, j'ai dit personnes sans papier. Par définition, on a du mal à l'évaluer. Les immigrés clandestins. C'est dans cette fourchette-là, on va dire. Il y aurait 100 000 personnes qui rentreraient par an, ça veut dire de manière illégale sur le territoire français. Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Je crois qu'on ne peut pas effectivement dire qu'on peut vider la mer avec une petite cuillère alors de quelques expulsés comme ça tous les mois, ça ne servira à rien. En vérité, ce qu'il faut faire, et nous sommes les seuls à le proposer, c'est de couper les pompes aspirantes. Il faut arrêter en France de donner des avantages, des aides à des gens qui viennent comme ça sans avoir le droit de venir en France. Si nous n'arrêtons pas cela, effectivement, nous aurons toujours des immigrés clandestins. Et nous aurons d'ailleurs toujours des gens qui oseront même faire des traversées parfois mortelles comme la traversée de la Méditerranée en se disant il suffit que l'on pose un pied en France et après on est tranquille. Moi je crois que tous ces gens de gauche qui se croient sans doute sincèrement de bonne foi, de bon cœur et des belles âmes parce qu'ils pensent qu'ils s'ouvrent au monde, je crois que ce sont les premiers responsables de tous les gens qui meurent aujourd'hui en Méditerranée. Parce qu'ils veulent attirer des gens, en tout cas ils attirent des gens qui pensent qu'effectivement ils trouveront l'Eldorado en France, alors que malheureusement, moi aussi j'ai mon petit cœur et j'aimerais m'ouvrir à la terre entière. Eh bien on ne peut plus. Donc en faisant cela, en continuant avec l'AME, en continuant à scolariser les enfants, tout cela, vous faites en sorte que des milliers, des millions de personnes ne rêvent qu'à une chose, c'est de ne pas rester sur place en Afrique par exemple et de penser à développer leur propre pays, mais qui ne pensent qu'à une chose, c'est de rejoindre l'Europe et rejoindre avant tout la France. Je pense que cette politique est suicidaire à la fois pour nous, et également pour les immigrés, et également pour les pays qui envoient des jeunes souvent à la mort. Pierre-Henri Dumont, si l'UMP revient au pouvoir, est-ce qu'elle change de politique par rapport, alors non pas à celle qui existe à l'heure actuelle, même si certains se disent, est-ce qu'il y a vraiment une différence d'ailleurs entre les deux, mais est-ce que vous, sur cette politique de l'immigration, vous avez de nouvelles propositions? La principale question, en tout cas pour moi, c'est de savoir comment est-ce qu'une famille peut rester 4 ans et demi, 5 ans en France sans avoir de réponse sur sa demande de naturalisation ou sur ses papiers. La principale question de l'immigration. La question est posée. La question qui est posée est de savoir comment est-ce qu'on fait quand on reviendra au pouvoir, parce qu'on va revenir au pouvoir, sur la question de limiter l'immigration clandestine. Oui, mais cette famille était en France sous Sarkozy, vous êtes d'accord? Oui, mais comme de nombreuses familles, et comme de la même façon, si vous n'avez rien fait. Si vous arrivez au pouvoir de la même façon, il y aura d'autres immigrés clandestins. Je suis désolé de te le dire. Mais ils ne seront pas logés gratuitement comme ils l'ont été sous Sarkozy. La question est donc de limiter le temps où un dossier est déposé et d'avoir la réponse à ce dossier. Comme ça, on expulse les clandestins qui ont déposé le dossier qui n'a pas été approuvé, et ceux qui ont les papiers peuvent rester en France. Si je peux me permettre, c'est pas avec le contre-budget de l'UMP d'austérité massive que vous y arriverez, mais moi je suis pas pour cette politique, mais dans ce cas-là, si vous l'êtes, il faut être cohérent et ne pas proposer des coupes massives dans les dépenses publiques comme vous le proposez. Et notamment une répartition différente de l'argent public, mais bon. Ouais, d'accord. Bien, on va se retrouver. Oui, on arrive à faire facilement un quart d'heure sur ce cas, Alexandra, et le discours de François Hollande et les réactions. On en reparlera un peu encore dans la deuxième partie de ce débat. On essaiera d'aborder d'autres sujets après le rappel des titres. À tout de suite pour la suite de ce débat. Profitez de la vie sous son meilleur jour, dehors ou à l'intérieur. Avec la nouvelle technologie Chromé A7, les verres Transition Signature sont encore plus réactifs à la lumière.
pour voir le monde tel que vous ne l'avez jamais vu. Profitez de la vie sous son meilleur jour. Demandez les nouveaux verres Transition Signature à votre opticien. Découvrez le nouveau Chevrolet Trax, The Original Reborn, à partir de 17 990 €. Chevrolet, find new roads. Le germe de blé est un concentré de nutriments essentiels qui apporte de la vitalité à votre corps. Et ça se voit. Biscuit lait chocolat gerblé au germe de blé. Gerblé, expert diététique par nature. La météo avec AJPI, association d'assurés pour la retraite, l'épargne et la prévoyance. Partenaire d'AXA. Après les mini-tornades, les fortes pluies et les averses orageuses d'hier, ce lundi nous offre un peu de répit avant une nouvelle offensive de la pluie demain. Cette vague de pluies instables va balayer le pays et s'éloignera vers l'est mercredi. Cette nouvelle séquence perturbée va s'accompagner de vents très forts et d'une douceur encore plus remarquable qu'aujourd'hui. La Bretagne sera la première touchée en matinée par ces pluies orageuses sous des rafales de sud à 60-70 km/h. Ces vents atteindront les 100 km/h au pied des Pyrénées et 120 sur les crêtes. Quelques ondées dans un ciel chargé à l'avant de la Normandie au Pays Basque. Toujours des entrées maritimes en Languedoc-Roussillon et moyenne vallée du Rhône sous des vents très soutenus de sud-sud-est. Ailleurs, la matinée s'annonce beaucoup plus calme et souvent ensoleillée, mais cela ne durera pas, en tout cas du nord au centre et au sud-ouest. Vous le voyez, l'après-midi touché à leur tour par cette vague de pluies orageuses. Toujours beaucoup de vent à l'arrière, un ciel de traîne ponctué de belles éclaircies, mais aussi parfois d'averses orageuses. L'est conservera son ciel clément et lumineux, tandis que dans le sud, la dégradation va s'accentuer. Du golfe du Lion à la moyenne vallée du Rhône, les pluies se réactiveront. Elles s'annoncent très soutenues sous les orages, notamment sur le Gard et l'Ardèche. Quelques averses plus à l'est sur le Var et la Côte d'Azur. La Corse restera à l'écart et ce sera même une journée de plein été pour l'île de Beauté avec près de 30 degrés prévus à Ajaccio. Mais avant de détailler les températures de l'après-midi, on jette un coup d'œil sur les minimales, comprises entre 11 et 20 degrés demain matin. Il fera 15 degrés dans la capitale. L'après-midi, 17, 18 degrés en Bretagne et en Normandie, 21 à 26 degrés ailleurs, du nord jusqu'à l'Auvergne. Et donc, c'est 29 degrés prévus en Corse. La journée de mercredi se partagera entre pluie orageuse à l'est et averses à l'ouest. Très belle journée en revanche dans le sud-ouest. Et puis jeudi, toujours beaucoup de douceur et un ciel apaisé et souvent bien ensoleillé. C'était la météo avec AJPI, association pour la retraite, l'épargne et la prévoyance. Partenaire d'AXA. Profitez de la vie sous son meilleur jour, dehors ou à l'intérieur. Avec la nouvelle technologie Chromé A7, les verres Transition Signature sont encore plus réactifs à la lumière. Pour voir le monde tel que vous ne l'avez jamais vu. Profitez de la vie sous son meilleur jour. Demandez les nouveaux verres Transition Signature à votre opticien. Une petite erreur sur le dossier d'un client peut vite se transformer en une lourde demande d'indemnisation. Protégez votre entreprise avec les assurances professionnelles Hiscox. Demandez un devis gratuit au 0801 800 955. Avec le système d'alerte anti-collision Nissan Safety Shield, prévoyez l'imprévisible. En exclusivité sur le tout nouveau Nissan Note. Nouveau Nissan Note, à partir de 149 € par mois, sans apport.
Quand tout se complique, on fait quoi? On s'arrête? Chez Malakoff Médéric, nous avançons pour mieux répondre aux nouveaux enjeux de la société. C'est ça, mieux prendre soin de la santé, du bien-être et du bien vieillir de chacun. Oh, c'est vraiment du beau travail. Elle est parfaite. Merci. On part sur 5 alors? 200. Vous êtes équipé pour ça? Vous pourrez tenir les délais? Oui. Je vous fais confiance. 200. On va y arriver. Nous répondons en 24 heures aux demandes de financement de matériel des pros. Société Générale, élu service client de l'année 2014. Le germe de blé est un concentré de nutriments essentiels qui apporte de la vitalité à votre corps. Et ça se voit. Biscuit lait chocolat gerblé au germe de blé. Gerblé, expert diététique par nature. Avec leur voiture, il y a ceux qui roulent pour la première fois et ceux qui roulent depuis longtemps. Il y a ceux qui n'ont pas de temps à perdre et ceux qui sont vraiment exigeants. Il y a ceux qui sont attentifs aux économies, très attentifs, et ceux qui aiment la simplicité. Ils sont tous différents et ils ont tous choisi Direct Assurance pour leur assurance auto. Car ils font en moyenne 208 € d'économie pour les mêmes garanties. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, Direct Assurance vous rembourse 2 fois la différence. Et à 17h30, c'est le rappel des titres sur LCI avec Marianne Cotoneuf. La France demande des comptes aux États-Unis après de nouvelles révélations d'espionnage révélées par Edward Snowden et publiées dans Le Monde. Paris a convoqué l'ambassadeur américain sur une période de 30 jours entre le 10 décembre 2012 et le 8 janvier 2013. Plus de 70 millions d'enregistrements de données téléphoniques des Français ont été effectués par la NSA. C'est une confirmation. EDF va bien construire 2 EPR dans le sud-ouest de l'Angleterre. Méga contrat de près de 19 milliards d'euros. Aux côtés du groupe français pour cet investissement, 2 entreprises chinoises, mais aussi Areva. Le PDG de Titan, Maurice Taylor, refuse de confirmer une offre de reprise partielle pour le site de Goodyear à Amiens-Nord. C'est le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, qui l'annonçait en début d'après-midi. Elle concernerait 333 salariés. Une proposition pour l'activité pneus agricole. Titan avait déjà fait une offre de reprise partielle avant de jeter l'éponge il y a 1 an. L'épicier de luxe Ediard en dépôt de bilan. 160 salariés sont concernés. Elle a été lâchée par son actionnaire russe, déficitaire depuis des années. L'enseigne cherche un repreneur. Du nouveau dans l'affaire Fiona, le procureur demande une requalification en coup mortel aggravé de la mise en examen de la mère de la fillette dont le corps reste introuvable. Cécile Bourgeon doit être à nouveau entendue demain après-midi. Elle était déjà poursuivie pour 4 délits, dont non-assistance à personne en danger et recel de cadavres. Elle accuse son concubin d'avoir porté un coup mortel à la fillette, ce qu'il nie, évoquant un accident domestique. Il a ensuite accusé à son tour la jeune femme de violence sur la petite Fiona. Les Bleus évitent le pire en barrage du Mondial 2014. L'équipe de France affrontera l'Ukraine. Résultat du tirage au sort. C'est un bon tirage pour l'équipe de France qui se déplacera donc à Kiev le 15 novembre. Le match retour aura lieu en France le 19. Les 3 autres affiches seront Portugal-Suède, Grèce-Roumanie et Islande-Croatie, Philippe. Merci Marianne, à tout à l'heure, 18h. Et nous poursuivons notre débat avec nos invités cette semaine. Laura Slimani, secrétaire nationale du mouvement des jeunes socialistes. Laura Châtel, secrétaire fédérale des jeunes écologistes. Julien Rochdy, directeur du Front national de la jeunesse. Et Pierre-Henri Dumont, délégué national des jeunes populaires. Dans la première partie, on a beaucoup parlé de l'affaire Leonarda, des commentaires ayant accompagné l'allocution de François Hollande, d'immigration également, et un petit peu de Manuel Valls. Lui, il fait le centre, il est au centre des commentaires ce matin. Moi, j'ai une question toute simple à vous poser à tous les 4. Est-ce qu'il y a une différence, d'après vous, entre la politique de Manuel Valls et celle de ses prédécesseurs de droite? Allez, qui répond le premier? Moi, je peux répondre. Oui, bien sûr. Il y a une différence entre ces politiques. Il y a plusieurs éléments qui le montrent. D'abord, l'abrogation de la circulaire Guéant qui empêchait les étudiants d'étudier en France. Un doublement du nombre de naturalisations, parce que nous, à gauche, eh bien, on aime la France et donc on veut que les personnes qui souhaitent y vivre puissent y vivre. Donc c'est des éléments de la politique de Manuel Valls qui montrent qu'il y a une différence. Et maintenant, peut-être qu'une loi en 2014 permettra d'aller encore plus loin. Mais pourquoi l'avoir pas fait plus tôt, cette loi? Puisque là,
pour l'instant, Manuel Valls prend des décrets pour abroger une partie de ce qui avait été fait par Claude Guéant, Brice Hortefeux, etc. Vous savez, il y a un grand nombre de lois qui ont été prises depuis le début du mandat de François Hollande. Il y a eu le mariage pour tous les couples, il y a l'encadrement des loyers, il y a une grande loi sur la refondation de l'école. Ça prend du temps de faire la loi et moi, je ne pense pas que le rôle d'un gouvernement, c'est de gouverner par ordonnance de manière antidémocratique comme souhaite le faire Jean-François Copé. Il y a donc une différence entre Manuel Valls et ses prédécesseurs de droite. Je vois que vous n'avez pas l'air forcément d'accord, Laura Châtel. J'aimerais bien le croire, maintenant, moi honnêtement, je vois très peu de différence sur le fond. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que sur la forme aussi, je vois de moins en moins de différence. Et j'ai l'impression que Manuel Valls, c'est un homme de gauche qui a renoncé à mener la bataille culturelle contre le sarkozysme, contre les idées perfides que Nicolas Sarkozy a essayé de nous imposer pendant 10 ans. Et ça, c'est très malheureux et c'est très dangereux. Mais ça reste un homme de gauche pour vous? Ah non, la politique qu'il mène actuellement... Parce que vous venez de nous dire que c'est un homme de gauche qui a renoncé, mais c'est pour ça que je vous fais préciser. C'est un homme qui se dit de gauche qui a, je trouve, renoncé, en effet, mener une politique de gauche et surtout tenir un discours de gauche, humaniste, progressiste. Et pour autant, est-ce qu'il est de droite, pour faire simple? Je sais pas, oui, sans doute. Dans son discours, en tout cas, il tient un discours, oui, de plus en plus à droite. Bon, là, ça fait beaucoup de critiques qui arrivent après d'autres de la part de votre parti. Pourquoi vous restez au gouvernement? Pourquoi vous êtes toujours dans la majorité? On mène des politiques dans nos ministères qui sont utiles, qui sont intéressantes. Maintenant, en effet, la question de la participation au gouvernement se pose de plus en plus. Ça, je ne peux que vous dire ça. Bien, alors c'est un débat, je vais vous laisser débattre, mais je relance quand même ma question, Pierre-Henri Dumont. Vous, est-ce qu'il y a une différence entre Manuel Valls et la politique des autres ministres de l'Intérieur qui l'ont précédé? Je ne sais pas s'il y a une différence, mais ce qui est sûr, c'est que Manuel Valls est quand même très tiraillé. Il est attaqué dans son propre camp, même au sein de son propre gouvernement, comme on a pu l'entendre avec les écologistes. Les jeunes socialistes ne sont pas forcément les premiers fans de Manuel Valls, on va dire ça comme ça. On a bien vu qu'ils ont soutenu lors des primaires socialistes. Voilà, je pense que ce n'est pas forcément des conditions qui sont très opportunes pour lui pour travailler actuellement au sein de ce gouvernement. Rabrouer, attaquer, critiquer parfois. Je pense qu'un ministre de la République mérite un peu plus de considération de son propre camp. Ça pourrait être un ministre d'un gouvernement UMP, Manuel Valls? Il avait été approché par Nicolas Sarkozy en 2007, on s'en souvient. Oui, mais bon, Nicolas Sarkozy a approché d'autres personnes également. La question ne se pose pas. La question est actuellement de dire est-ce que Manuel Valls a le soutien du Premier ministre, du Président de la République et des forces qui composent le gouvernement actuellement? Je ne le pense pas. On a bien vu les réactions à l'affaire dont on vient de parler. Julien Rochdy. Différent, Manuel Valls, de ses prédécesseurs? Oui, bien sûr, oui. Non, mais enfin, je vais vous dire pourquoi Manuel Valls, pour répondre à cette question, pourquoi Manuel Valls ne pourrait pas faire partie d'un gouvernement Sarkozy? Parce qu'il se ressemble trop. Sarkozy n'aimerait pas voir son frère jumeau comme ça, comme ministre. Parce que, honnêtement, Manuel Valls, en plus de faire exactement la même politique que celle de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, en plus de faire la même politique que la droite pendant 5 ans lorsque Sarkozy était président de la République, et là, juste 2-3 petites précisions. La politique d'immigration, c'est exactement la même, 200 000 entrées légales par an. La politique au niveau de l'insécurité, excusez-moi, mais à part dès qu'il y a un meurtre à un endroit, un vol à un autre endroit, descendre, prendre une photo avec les victimes et dire on se bouge, on fait des choses, exactement la même méthode que Nicolas Sarkozy. Quelle est la différence? D'ailleurs, les Français voient si peu la différence que le sentiment d'insécurité qui est réel en France, les statistiques de l'insécurité ne font que grandir au détriment de la population, et ça, sous Nicolas Sarkozy, sous la droite comme sous la gauche, c'est exactement les mêmes politiques qui sont menées au niveau de l'immigration, au niveau de l'insécurité. Et le pire, c'est là où Manuel Valls rajoute quelque chose de formidable, c'est qu'il rajoute exactement le même style. Cette espèce d'excité où on joue les durs, alors qu'en réalité, la politique est totalement faible, totalement molle. Et ça, les Français le savent, et c'est pour ça que, d'accord, Manuel Valls est peut-être apprécié chez les sympathisants de droite, mais les Français, eux, savent et sauront demain, lorsqu'ils verront les chiffres, lorsqu'ils se rendront compte de la réalité, et c'est le cas déjà aujourd'hui, ils se rendront compte que c'est exactement les mêmes, et que donc pour les deux, eh bien, il n'y a aucune confiance à avoir. Bien, est-ce que vous voulez rajouter des choses à ce dossier Léonarda, ce dossier immigration, à ce dossier allocution de François Hollande, ou on passe à un autre thème? Allez-y. Je veux juste dire que l'UMP et le Parti Socialiste ne mènent pas la même politique en matière de sécurité, et une chose est certaine, c'est que l'UMP, en 10 ans, ils ont supprimé
10 000 fonctionnaires de police. Le Parti socialiste et le gouvernement de gauche actuel, eh bien, il en crée parce que la sécurité, c'est aussi le fait d'avoir des forces de police sur l'ensemble du territoire français avec les zones sécuritaires de priorité. Il y a un changement intellectuel quand même, non, de fait depuis des années au sein du PS. Parce que la sécurité, c'était pas un thème majeur, c'était pas dans l'ADN du Parti socialiste. La sécurité a plusieurs composantes, mais évidemment que la sécurité est un thème important, comme l'est l'emploi, et j'ai déjà pu le dire tout à l'heure. En tout cas, je ne sais pas si moi je sais que les politiques sont les mêmes, mais supposons que vous ayez raison, que la politique du PS et la politique de l'UMP étaient différentes, le fait est, c'est que les résultats sont les mêmes. Voilà. C'est que l'insécurité explose dans ce pays à cause de vos politiques. Ce qui est sûr, en effet, c'est que la grande différence entre la politique qui a été menée par le gouvernement de François Fillon et Nicolas Sarkozy et le gouvernement actuel, c'est que l'insécurité explose. Les cambriolages en zone gendarmerie explosent, les vols à la tire explosent. L'ensemble des statistiques montrent que le gouvernement est en train d'échouer et qu'il n'y a en effet pas grand-chose derrière les gesticulations de Manuel Valls. On clôt le chapitre, on en prend un autre. Alors, on va parler, si vous le voulez bien rapidement, je voudrais vous faire réagir à cette histoire de la NSA américaine, les grandes oreilles américaines qui espionnent les Français. Mais pour rester dans la politique, le budget, ça se divise aussi au sein du PS. Ça tombe toujours sur vous, hein, vous êtes au centre, mais vous êtes au pouvoir. Alors c'est un peu normal que les critiques se focalisent sur vous. Sur la fiscalité, on parle d'un ras-le-bol des Français. Vous êtes jeune. Bon, je ne sais pas si vous payez des impôts et beaucoup d'impôts. Ça ne me regarde pas. Mais est-ce que pour vous, la fiscalité, c'est une préoccupation? Est-ce que vous ne considérez pas que on surestime ce thème, en quelque sorte, en ce moment? Ah non. C'est une catastrophe. Les prélèvements obligatoires qui augmentent qui ont vraiment commencé à augmenter terriblement à l'été 2011 sous le gouvernement de François Fillon, il faut le rappeler quand même avec la surtaxe Fillon, sont en train d'étouffer les Français. Je veux dire, moi, je ne vais pas parler des adultes, parce que moi je les vois, les artisans, ceux qui payent leurs impôts et tout ça, galèrent vraiment terriblement, mais je vais parler même des jeunes. Vous savez quand même qu'il y a eu un sondage qui est sorti, que 80% des jeunes qui ont un diplôme essayent de trouver un travail à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucun moyen en France, non seulement déjà de trouver un emploi, et si jamais ils en trouvent un, de pouvoir vivre à peu près décemment avec cet emploi. Aujourd'hui, on est en train de tuer en France toute l'énergie, toute la vitalité, alors qu'on a un potentiel pourtant français qui est très très fort. Les jeunes Français ont des idées, ils ont un potentiel actif, ils ont une vraie force, une vraie puissance, et on est en train de les tuer pour payer une Europe qui ne rapporte rien, pour assumer des plans d'austérité qui sont en train de plonger toute l'Union européenne, toute la zone euro dans une asphyxie totale, dans une croissance zéro, et pour payer aussi, pour essayer de conserver des minima sociaux et nos acquis sociaux, alors qu'on fait rentrer des milliers et des milliers d'étrangers tous les ans, qui ne travaillent pas. Donc on est en train de tuer les Français, de les asphyxier, de les étouffer, ceux qui travaillent, pour payer des banques et des acquis sociaux à des gens qui ne travaillent pas. Alors excusez-moi, mais ça donne vraiment envie de partir. C'est terrible à dire, mais moi ça m'ennuie vraiment que les jeunes partent. Vous n'allez pas immigrer quand même. Bah écoutez, moi j'ai envie de rester pour me battre, mais je comprends malheureusement les jeunes qui ont envie de quitter ce pays. Et croyez-moi, de dire ça, ça me fait vraiment mal au cœur. Et ça, c'est à cause des politiques menées par la gauche et la droite, et ça, on ne leur pardonnera pas rien que pour cela. Alors, la fiscalité, c'est un vrai thème ou c'est surestimé? Apparemment, pour les jeunes du Front National, c'est un vrai thème, ça ferait partir certains de France. Voilà, 80%, un sondage, vous vous rendez compte? 80% des jeunes pour les diplômés, je crois que c'est un sondage qui a été fait auprès de diplômés. Partir, mais s'ils pouvaient, ils le feraient. Trois choses quand même. La première, c'est que il faut arrêter de mentir aux Français. L'immigration, elle ne coûte pas à la France le budget de la sécurité sociale. Elle lui rapporte plus de 13 millions par an. Sûr. Faut pas mentir. Augmentons-la alors. Deuxièmement, faisons venir 100 millions d'étrangers par an en France alors. Mais en fait, je vous ai pas interrompu et parfois, ce que vous dites est assez insupportable à entendre et pourtant, je vous écoute. C'est ça la politesse. Mais vous, c'est la politique que vous menez qui est insupportable. Bon, Laura Slimani, allez-y. Ensuite, évidemment que la fiscalité, c'est quelque chose d'important. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que tout rentre dans le débat. Pas uniquement les prélèvements obligatoires, comme on aime les appeler. Mais bien sûr, la gauche, elle a augmenté les impôts. Mais pourquoi elle a augmenté les impôts? Elle a augmenté les impôts pour permettre de financer des professeurs dans les écoles. Parce que oui, la droite, elle a mené une politique de casse de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, les enfants, eh bien, ils ont un meilleur accès à l'éducation, notamment dans les zones les plus défavorisées, qu'il s'agisse des zones rurales ou des zones périurbaines ou des zones des quartiers populaires. Et ça, c'est aussi grâce aux impôts des Français. Si vous avez de l'éclairage public, si vous avez des routes
routes qui sont en bon état, eh bien c'est aussi l'impôt qui le finance. Et donc il ne faut jamais oublier que vivre dans un état-providence et qui offre aux citoyens des possibilités pour s'émanciper et pour pouvoir vivre bien, pour avoir accès à la sécurité aussi sur tous les territoires, eh bien ça coûte de l'argent et les impôts servent avant tout à cela. Et enfin, la gauche, oui, elle a augmenté les impôts, elle a augmenté les impôts des plus riches parce que Nicolas Sarkozy, pendant 5 ans, les avait baissés et que ça a fait énormément de mal aux finances publiques. C'est d'ailleurs pour ça que la dette avait explosé de 700 milliards d'euros en 10 ans. Laura Châtel, tout à l'heure sur Manuel Valls, je vous voyais faire non, là je vous vois faire oui. Donc là, vous êtes d'accord avec les arguments du Parti Socialiste? Je suis d'accord, et je pense aussi que la fiscalité est un thème extrêmement important, mais je pense qu'on n'en parle pas beaucoup aussi parce que c'est un thème très complexe qui ne se limite pas, comme M. Rochdy aime bien le faire, à hausse ou baisse du prélèvement obligatoire et les immigrés ne payent pas d'impôts. C'est un thème très complexe, mais qui peut être... de l'Europe, des banques aussi, j'ai pas parlé des immigrés. C'est un outil qui peut être très utile. C'est un outil qui peut être très utile et en effet, François Hollande, c'était une promesse de campagne de remettre vraiment à plat cette fiscalité, de mettre en place une fiscalité beaucoup plus juste, une fiscalité écologique qui est essentielle actuellement pour réorienter notre économie vers des secteurs qui marchent, parce que c'est ça surtout qui va créer des emplois, vers faire une véritable transition énergétique. Tout ça, c'est des choses qui se font aussi grâce à la fiscalité. Et en effet, c'est un thème essentiel et c'est un thème sur lequel il faut parler, il faut convaincre. Et la fusion impôt sur le revenu, CSG, on n'entend plus parler par contre. C'est une mesure qui est importante et qui, à mon avis, doit être faite sur le quinquennat. Donc il reste 3 ans, par définition. Pierre-Henri Dumont. Bon, j'ai entendu beaucoup de contre-vérités. La première, c'est assez insupportable d'entendre taper sur l'Europe comme ça à tout bout de champ. Je pense que si on parle un peu aux Français et qu'on leur dise que ça coûte de quitter l'euro, ils comprendront que sortir de l'Europe et voter pour le Front National, c'est pas forcément la bonne solution. Quitter l'euro, ça veut dire augmenter de 20% le prix de l'essence, par exemple. Est-ce que vous êtes prêt à dire aux Français que leur essence va augmenter de 20% ? Mais si vous voulez qu'on ait un débat sur l'Europe, on peut l'avoir quand vous voulez. Et là, en l'occurrence, c'est vous qui demandez tout à l'heure à Laura de parler de l'Europe. On parle de l'Europe. Vous êtes bien d'accord là-dessus, hein. Maintenant, écoutez, je pense qu'on partage un idéal européen commun. Voilà, en tout cas sur ce point-là. Ensuite, sur les impôts. Bon. Je veux bien entendre que le Premier ministre avait parlé de 5% des Français simplement qui allaient être touchés par les hausses d'impôts, mais c'est absolument un mensonge. C'est plutôt 95% des Français qui sont touchés par les nouveaux impôts. On s'aperçoit qu'il y a 2 millions de Français qui rentrent dans l'impôt sur le revenu. C'est ça, 5% des Français ? Moi, je le pense pas. Mais moi, je pense... Vous voulez qu'on parle de la fiscalité ? Vous voulez qu'on parle des 300 millions d'euros que vous voulez retirer à l'aide aux personnes handicapées ? Je ne vous ai pas interrompu. Tout à l'heure, vous disiez à Julien que vous n'interrompiez pas, donc je me permets de ne pas interrompre. C'est un débat quand même. Donc, vous interrompez, mais modérément. Les 300 millions en moins sur l'aide aux personnes handicapées dans le contre-budget de Jean-François Copé, vous en faites quoi ? Sachant que Nicolas Sarkozy avait augmenté de 25% l'allocation adulte handicapé sur le quinquennat. Donc on la baisse maintenant parce que c'est dur. Non, parce qu'il y a la crise, alors on baisse l'aide aux personnes handicapées. On la baisse pas, bref, c'est pas très grave. Bonjour, vous comprendrez la différence. Vous avez augmenté les impôts tous les deux, donc ensuite, embrassez-vous, il n'y a pas de problème. Sur ces millions de Français qui rentrent dans l'impôt sur le revenu, il y a des choses à dire. On augmente, par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'écotaxe, la fiscalité verte. La fiscalité verte, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? On apprend que face à la pression des Bretons, la fiscalité sur l'écotaxe poids lourd va être supprimée. Je pense que ce gouvernement, comme sur la sécurité par exemple, n'a aucune ligne directrice et fait au jour le jour. Et c'est ça le principal souci, c'est que le gouvernement, et François Hollande a été élu en 2012 en sachant exactement le contexte dans lequel on était. Il a menti aux Français, tandis que Nicolas Sarkozy, quand il avait été élu en 2007, Lehman Brothers ne s'était pas encore écroulé, la crise mondiale n'était pas encore arrivée. En tout cas, on sait ce que c'est la ligne directrice de l'UMP en ce moment, c'est l'austérité. Donc... Oui, mais une fois de plus, nous ne sommes pas au pouvoir. Mais vous êtes quand même pour l'austérité. Bien, pour refermer ce débat, la ligne de fracture, en fait, la plus importante entre le Front National, l'UMP, ça reste l'Europe, parce qu'on a vu l'échange le plus vif que vous aviez, c'était à propos de l'Europe. Sur l'immigration aussi, hein. Je vous ai parlé de l'immigration sous Sarkozy, c'est le cas. Je veux dire, à la limite, il faut différencier avec l'UMP leurs mots, leurs belles paroles lors des campagnes électorales, en particulier présidentielles, et ce qu'ils font. Je veux dire, moi je ne suis pas dogmatique. Hein. Si la droite avait réalisé de bonnes choses sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'école, l'apprentissage des savoirs, et ce genre de choses, qui sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, je l'aurais dit. Et à la limite, même si la droite avait fait le boulot, je ne ferais pas de politique, je ferais autre chose. Le problème, c'est que l'UMP, ce sont des bonimenteurs qui se payent de mots, quoi. Ils racontent plein de choses lors des campagnes, mais dans la politique concrète, ce qu'ils font, lorsqu'on regarde précisément, c'est une catastrophe au niveau européen, comme au niveau de l'immigration, de la sécurité et tout le reste. Donc voilà, ils mènent la même politique que la gauche à tous les niveaux. C'est ça mon problème. Bon, juste une petite réponse. Oui, allez. La ligne de fracture pour moi, c'est évidemment l'Europe. Et la deuxième chose, c'est qu'on a bien vu dans les mairies, les municipalités qui étaient dirigées par le Front National, ce que ça a fait que des mis en examen. C'est un mensonge total, c'est un vrai mensonge ça.
Bon, là, il faut être référence à Toulon, à Marignane et à Vitrolles. Qui est sorti justement sur comment les mairies Front National ont été gérées. Ça, c'est vraiment le cas typique des médias mensonges. Je pense que vraiment, vous n'avez rien à gagner. Je vais vous envoyer des documents, vous verrez à quel point. Je pense que vous n'avez rien à gagner. Et les condamnations en série sur les détournements de fonds, etc. Non, mais je pense que aujourd'hui, le Front National n'a rien à gagner à parler de ses candidats. Parce que parler des mairies PS et UMP que vous gérez. Vous voulez qu'on parle de vos candidats aux élections municipales, monsieur Rochdy? Vous voulez qu'on parle de vos candidats aux élections municipales, monsieur Rochdy, qui ose des comparaisons entre des singes et une garde des Sceaux parce qu'elle a la couleur de peau noire? Dans les mairies, je vous parle de ça? garantis que ça changera la classe politique vieillotte que vous représentez et qui mène le pays à la catastrophe. Voilà, il nous reste 3 minutes. Je voulais que vous parliez votre décryptage de la NSA, ces révélations faites par Le Monde. Bon, voilà, quel est votre décryptage? Est-ce que c'est quelque chose d'important qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu, qu'on tape du poing sur la table en disant aux Américains arrêtez, c'est la ligne rouge qui est peut-être franchie. L'ambassadeur des États-Unis a été convoqué d'ailleurs ce matin au Quai d'Orsay. Rapidement, chacun, tour de table. Pour prendre un café, je veux dire, ces gens-là, UMP comme PS, encore une fois, ont négocié dans le dos des Français, négocient en ce moment même dans le dos des Français, ils ne le savent pas, le traité transatlantique. On va fondre toute l'Union européenne, d'ailleurs c'est la fin du rêve européen, puisqu'en fait on va en faire d'autres petits États américains. On va fondre dans un même espace global, dominé évidemment par les États-Unis, qui va tuer totalement notre industrie, notre paysannerie et tout le reste. On va fondre et diluer l'Europe et la France à l'intérieur dans l'espace américain. Donc on est en ce moment soumis et content et heureux comme toutes vos élites PS et gauche, vous aimez tellement la France que vous êtes heureux de vous soumettre bien gentiment, comme sur le coup du Qatar, comme sur le coup de la Libye. Voilà. Notamment. Je suis désolé, on est en train de se soumettre totalement aux États-Unis et on se rend compte que nos maîtres nous espionnent un petit peu. Alors on fait style que ça nous dérange, mais en fin de compte, arrêtez. Vous êtes heureux de rentrer dans le traité transatlantique et de vous soumettre comme des esclaves aux Américains. Alors soyez heureux, assumez-le. Oui, d'accord, on est espionné parce qu'on est content, on veut devenir des Américains. C'est votre but final. Sur cet espionnage de la NSA, 70 millions, c'est le chiffre qui est donné par Le Monde, sur un mois. Des Français espionnés. J'aimerais réagir à M. Rochdy par rapport à ses propos sur le traité transatlantique. Non, tout le monde n'est pas heureux de ce traité transatlantique. Et on dénonce, nous aussi, la discrétion dans laquelle ça se mène. Par contre, j'aurais bien aimé voir les eurodéputés Front National se battre comme vous, avec véhémence, comme vous parlez maintenant, sur le traité ACTA. Non, c'est les eurodéputés écologistes qui se sont battus et qui ont réussi notamment à faire renoncer l'Europe au traité ACTA. Et c'est eux, aujourd'hui, qui dénoncent aussi ce traité transatlantique. Les députés frontistes, malheureusement... en train de le signer. Malheureusement, les députés frontistes sont très absents sur cette question, notamment au Parlement européen, où pourtant des fois vous gagnerez à être actif parce que le Parlement européen parfois sert à quelque chose et notamment à ça. Vous êtes dans un gouvernement qui va dans ce sens-là. On avance. Laura Slimani, ça vous choque, on a bien fait, Laurent Fabius a bien fait de convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France, au Quai d'Orsay? Bien sûr qu'il a eu raison de le convoquer et je pense que ce que ça nous montre, c'est deux choses. D'abord, qu'effectivement, il faut se poser des questions avant de signer un accord de libre-échange avec les États-Unis, mais ça fait longtemps que les jeunes socialistes et une partie des socialistes le disent. Et deuxièmement, ça pose des questions, à mon avis, plus largement sur la protection des données face à Internet qui progresse et c'est, à mon avis, une bonne chose dans notre société, mais aujourd'hui, on doit aussi avoir un débat à l'échelle française, européenne, internationale sur la protection des données personnelles parce qu'on voit que ça peut donner un certain nombre de dangers auxquels moi, je ne souhaite pas souscrire. Et justement, il y a un débat en ce moment au Parlement européen sur la protection des données personnelles. Quand on voit ce qui se passe, est-ce que c'est pas un vœu pieux? Il faut que ce débat donne lieu à une protection plus importante des données personnelles et à une remise en cause peut-être du traité de libre-échange transatlantique avec les États-Unis. Donc il faut vraiment taper du poing sur la table. Bon, vous êtes au moins d'accord là-dessus. Dites-le à votre président. Pierre-Henri Dumont. Bon, moi je vois que c'est surtout symbolique d'une chose, c'est que depuis le 6 mai 2012, le crédit de la France à l'international s'effondre. Comment est-ce qu'on peut imaginer 5 secondes Jean-Marc Ayrault et François Hollande arriver avec leurs petits poings levés en disant à Barack Obama « Mon Dieu, tu nous as espionnés, c'est horrible. Attention, les répercussions vont être très très importantes pour toi et pour ton pays. » C'est exactement, évidemment, impossible. Je pense qu'on est tous conscients autour de la table. Moi, je repense à quand Nicolas Sarkozy... Mais moi, je repense à Nicolas Sarkozy qui, lors du conflit entre la Russie et la Géorgie, tenait tête à Vladimir Poutine et qui maintenant
On a bien vu l'attitude de François Hollande face au même Vladimir Poutine lors de la Medvedev à l'époque. C'est Medvedev, c'était pas Poutine. Il était Poutine Premier ministre, c'était quand même lui qui gérait un peu les affaires. Oui, ça l'a pas empêché d'écraser la Géorgie, il n'a rien fait Sarkozy. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. On sait que la musique adoucit les mœurs. Je ne sais pas si elle va durcir les débats. On va voir ça dans quelques instants avec notre page culture.